Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver chez vous à Concarneau pour ce nouvel épisode axé sur les enjeux environnementaux. Tourné vers la mer, Concarneau a construit son économie et sa réputation sur la pêche, notamment la sardine et le thon, une activité fragilisée depuis des décennies par la baisse de la ressource, mais aussi par les questions énergétiques. Depuis plusieurs mois, la Criée fait l'objet d'un vaste programme de modernisation avec un défi majeur, réduire la facture d'électricité. Entre minuit et 5 heures du matin, une centaine de bateaux débarquent leur pêche pour la vente du matin. Le long des quais de la Criée, démesurément grandes au regard des 5000 tonnes annuelles, des LED permettent d'y voir presque comme en plein jour. Il faut éclairer, on a besoin d'éclairage pour du travail et puis aussi pour des raisons de sécurité. Le bord à quai, c'est quand même un endroit, l'interface entre la terre et la mer. Ce sont des endroits qui doivent être éclairés, sécurisés, ce qui fait qu'on regarde ici, effectivement, on est l'endroit le plus éclairé de la ville de Concarneau. Plus que l'éclairage, la production de froid consomme beaucoup d'électricité. Dans la halle à marée, la température ne doit pas excéder 10 degrés. Elle tombe à 0 dans les frigos. Gage de qualité, le poisson est constamment refroidi avec de la glace produite sur place, jusqu'à 40 tonnes par 24 heures. Pour cela, il faut de l'eau, du sel et de l'électricité. 2400 kW. Je sais plus, c'est 88 centimes le kilowatt maintenant, donc voilà ce que ça peut consommer en argent par jour. Donc c'est plus une le prix de l'eau. salée. Oui, mais ça risque d'être 3 fois plus ou 4 fois plus maintenant, oui. Cette année, la facture d'électricité passera de 1 à 2 millions d'euros pour les 6 criées de Cornouailles et risque de faire la culbute pour atteindre 4 millions en 2023. Partout, on isole murs et plafonds, comme ici dans la future salle des ventes, et on investit dans des systèmes moins gourmands, mais cela ne suffit pas. On s'est toujours adapté, on a toujours modernisé, on a toujours recherché des économies, mais là, la marche, elle est extrêmement haute et on est plutôt là en train de parler de stratégie quasiment de rupture ou de transition énergétique. C'est un véritable séisme qui remet, en tout cas financièrement, qui interroge nos modèles. Les criées restent aujourd'hui un maillon indispensable pour la vente du poisson, mais elles datent d'un autre temps quand la pêche était florissante. Dépassée par la flambée des charges, elles réclament des mesures d'accompagnement. À Concarneau s'est développée depuis quelques années une réflexion sur les initiatives positives capables d'aider à la transition écologique. L'objectif, c'est de trouver ou d'imaginer de nouveaux modèles de société pour que l'homme et la nature vivent en meilleure harmonie. Et parmi les équipages pionniers, il y a le Fonds Explore. Sophie Jourdain-Vercelletto, bonjour. Bonjour Claire. Vous avez créé avec Roland Jourdain en 2013 le Fonds Explore où nous nous trouvons. Quel a été le déclic ? Le déclic, ça a été une prise de conscience de Roland et moi-même de notre impact sur l'environnement. Et on a fait notre bilan carbone sur ce qui était à l'origine l'activité de la société, un tour du monde, donc le Vendée Globe. Donc 4 ans d'activité pour faire un Vendée Globe. Donc on a déterminé un certain nombre d'impacts et que maintenant on essaie au fur et à mesure du temps d'améliorer. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'aujourd'hui un bateau est moins impactant qu'auparavant, qu'en 2013 ? Il n'est pas moins impactant parce que l'évolution technique est telle, il y a eu la création des foils, etc., que le bateau devient plus complexe. Et pour le coup, il n'est pas forcément moins impactant. L'idée, c'était de comprendre où on en était. C'était pas de se flageller, c'était pas de se dire « oh là, c'est terrible », c'est juste de comprendre quel était notre impact. Et on a décidé, entre autres choses, de créer Explore, qui est un fonds de dotation. Donc c'est notre contribution à l'intérêt général. Avec le soutien de projets innovants comme, les low-tech par exemple ? Comme les low-tech. Donc oui, nous avons rencontré il y a une dizaine d'années un garçon qui s'appelle Corentin de Châtel-Perron, qui, avec Nomades des mers, parcourt le monde. Il va explorer, expérimenter des low-tech, des systèmes simples et reproductibles qui vont nous permettre de répondre à des sujets aussi importants qu'est l'eau, l'énergie, l'alimentation, et avec l'idée de diffuser ces low-tech auprès de la population. Comment on arrive à rendre la sobriété attractive, attrayante ? On rend ça attractif en se disant que c'est une exploration vers un autre mode de fonctionnement et de vie, où on ne revient pas sur un monde antérieur. C'est plutôt de se dire que la technique s'améliore,
Mais en parallèle, on y ajoute la notion de consommation, d'usage, d'être plus sobre, et ce n'est pas une punition. Sophie, parmi les projets que vous soutenez, il y a Plastique Odyssée. Donc, ce sont des jeunes ingénieurs qui ont décidé de dépasser le constat justement et d'agir également, et notamment de récupérer les plastiques à terre pour qu'ils ne finissent pas dans l'océan. Et je vous propose de revenir sur cette expérimentation qui est devenue un projet bien concret puisque le bateau est parti de Marseille il y a très peu de temps. L'aventure a commencé dans le port de Concarneau avec le baptême d'Ulysse, prototype miniaturisé de Plastique Odyssée. À bord, un mini-laboratoire flottant de recyclage des plastiques. Le but, valoriser les déchets pour inciter les populations à les collecter et non pas à nettoyer les océans, tâche impossible, comme le souligne le navigateur Roland Jourdain qui soutient la mission. Ça sert à rien d'imaginer des choses pour aller les ramasser au large. On n'en voit qu'1%, le reste coule. Il faut couper le robinet à la base. Il faut initier des petites entreprises du recyclage local, donc recréer des économies pour tisser un réseau mondial du recyclage et donc éviter que tout ce plastique se déverse. Le 1er octobre, Plastique Odyssée a largué les amarres de Marseille. Cap sur le Liban, première des 30 escales prévues durant ce tour du monde qui devrait durer 3 ans. À chaque halte, l'équipage sensibilisera les habitants à la valorisation des plastiques. Ici, on va former les entrepreneurs à l'utilisation des machines de recyclage pour passer d'un déchet à un objet. Première étape, on broie le plastique, donc on met des macro-déchets et on en resserre ici des copeaux. Une fois qu'on a ces copeaux-là, c'est vraiment de la matière première, un peu comme de la farine pour de la cuisine. Et on va pouvoir le mouler, le fondre et le mouler pour fabriquer des nouveaux objets comme celui-là. Donc là, on a des pavés, mais on peut faire tout objet qu'on souhaite. Notamment, ce qu'on cherche, c'est à être utile localement. Donc on a parfois des tubes pour faire de l'assainissement qui sortent de l'extrudeuse en le moulant directement, ou des planches pour remplacer le bois. Pour un coût de 50 à 100 000 euros, 2 petites usines de recyclage pourront être dupliquées dans chaque pays. Aujourd'hui, 5 milliards de tonnes de plastique sont abandonnées dans la nature. Sophie, quand vous voyez des projets comme Plastique Odyssée avancer, ou bien quand le bateau We Explore s'apprête à prendre le départ de la route du Rhum, bateau à moitié en fibre de lin pour la coque, vous vous dites quoi? Ça y est, on est arrivé, ou alors encore beaucoup de chemin à parcourir? Alors je me dis dans un premier temps que c'est génial parce que les choses avancent et dans un second temps je me dis voilà, on a fait une étape mais surtout ce n'est pas terminé et il faut continuer. On parle du lin mis dans ce bateau à hauteur de 50%, donc on peut aller jusqu'à 100%. On a la résine qui est encore un sujet que l'on doit travailler. Il y a tout un tas de choses que l'on peut encore améliorer et c'est super parce que du coup l'exploration continue. Sophie, il y a quelques jours, il y a un autre bateau qui a appareillé, pas très loin d'ici, il s'appelle le Why, de l'association Under the Pole que vous hébergez également. L'équipe va démarrer un nouveau programme d'exploration des forêts sous-marines. Nous les avons rencontrés juste avant leur départ. Quelques tonnes de vivres, de matériel scientifique et d'équipements de plongée, cap sur l'archipel des Canaries jusqu'en décembre, puis les Antilles. Explorateurs et scientifiques poursuivent leur mission sur les écosystèmes marins dans le cadre du programme décennal Deep Life. Après le Svalbard en Arctique, c'est donc en Atlantique qu'ils plongeront au cœur des forêts sous-marines, jusqu'à 100 mètres de profondeur. C'est des écosystèmes faits de coraux noirs, c'est des structures qui sont fixées au fond marin, qui sont tridimensionnelles et qui, un peu à l'image d'une forêt à terre, vont abriter d'autres espèces. Alors ça peut être des poissons, ça peut être des éponges, et tout ça en fait ça crée un écosystème, ça crée une richesse. On a besoin de protéger ces espaces qui sont vraiment les poumons de nos océans, les poumons de notre planète. Et donc nous sur 10 ans, il y a un côté de découverte évidemment, d'exploration, de plus de connaissances, mais il y a aussi le long terme, revenir à des endroits d'intérêt pour regarder l'évolution. Ce n'est pour l'instant qu'une maquette, mais l'équipe planche en parallèle sur un nouveau voilier plus grand, le Why Not, équipé de laboratoires et de caissons de décompression, pour permettre aux scientifiques d'aller plus loin dans leur travail et pour vulgariser leurs recherches. Notre travail Under the Pole, c'est pas d'être des activistes. En revanche, ça va être de remonter la parole des scientifiques et de les vulgariser vers un large public. Bien sûr que c'est une urgence, tout le monde le dit, toutes les personnes censées, concernées, scientifiques le disent. Le message il est quand même unanime, il faut arrêter d'écraser l'environnement, il faut peut-être plus l'écouter. Moi j'ai la certitude que c'est aussi une opportunité qui peut
qui peut être source en fait, d'apaisement et de bonheur aussi. Voilà. Juste en face d'Explore, sur la rive opposée, un autre navigateur de renom, François Gabard, a installé son écurie de course au large, Mer Concept. Ici, 70 personnes travaillent, des préparateurs, des techniciens, des ingénieurs, des coureurs qui partagent le même rêve, se déplacer durablement sur l'océan. Ensemble, ils ont lancé il y a 2 ans la construction du premier catamaran électrique à foil, un défi et un rêve où quand les bateaux volent. C'est un ovni, un objet volant novateur identifié Mer Concept. Imaginé, construit et testé à Concarneau pendant 2 ans, ce catamaran électrique à foil est le premier bateau à être équipé d'un contrôle de vol automatisé. Au volant du Sky City Foiler, c'est son nom, le skipper devient pilote d'avion. Donc je passe du mode archimédien au mode vol, et là le bateau va commencer à décoller. Voilà, là on décolle. Et maintenant, il va faire ses checks en fait, d'altitude, de puissance, etc. Et une fois qu'il va parvenir à trouver son mode stable, on va dire, et ben, il va continuer. On va monter à 22 nœuds. À 22 nœuds, soit environ 40 km/h, le catamaran plane à 1,50 m au-dessus de la surface de la mer. Les foils limitent les frottements avec l'eau et optimisent l'énergie, ce qui donne un peu l'impression d'être sur un tapis volant. On est sorti de l'eau, on peut entendre légèrement les sifflements qui sont des sifflements de foil. Donc là, quand le bateau a des petits coups de gîte, c'est qu'en fait, il y a des vagues. On est dans un environnement, on n'est pas sur la route. Donc, il va essayer de compenser pour garder le bateau le plus à plat possible. Pour moins consommer, pour être le plus stable possible. Objectif, diviser par 2 la consommation d'énergie et réduire l'impact écologique grâce aux 2 moteurs électriques. Ce prototype, qui peut transporter jusqu'à 8 passagers, a été développé pour un client privé, pour un coût non communiqué. C'est vraiment l'idée d'avoir un bateau laboratoire qui nous permet de développer les systèmes de propulsion, les foils, le pilotage de vol. Et puis pour développer tout ça, on s'appuie quand même beaucoup sur tout ce qu'on a pu faire depuis de nombreuses années maintenant sur la course au large où les bateaux ont des foils depuis une dizaine d'années. Et du coup, on essaie de transposer tout ce qu'on a pu apprendre sur un bateau à voile, sur ce type de bateau. Ce bateau test sert déjà de référence aux équipes qui planchent sur les navires à passagers. Et bonne nouvelle, à bord, on est moins sujet au mal de mer et épargné par le mal de l'air. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode consacré à la jeunesse. L'information régionale continue sur France 3. Excellente soirée.